Pour vous donner un petit peu la teneur des interventions que nous avons entendues hier, pour peut-être annoncer celle que vous allez entendre aujourd'hui, et particulièrement celle d'Étienne Klein, je dirais les choses de cette façon. Nous sommes à la fois ceux qui allons mourir, nous allons tous mourir, et en même temps nous sommes aussi ceux qui pensons que nous n'allons pas mourir. C'est le propre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas mourir? C'est l'âme, c'est la mémoire de notre nom, ce sont nos œuvres, c'est ce dont se souviendront ceux qui nous survivront. C'est le propre d'Homo sapiens sapiens, cette espèce de mammifère de l'ordre des primates, que d'avoir le premier compris qu'il allait mourir et d'avoir imaginé des stratégies, des contournements de cet événement. Et la mort est probablement le ferment qui a permis la réflexion, la philosophie, la théologie, les eschatologies, cette capacité de nous projeter au-delà des murs, au-delà de tous les obstacles. La manière dont nous acceptons ou nous n'acceptons pas le verdict, ou nous le contournons, c'est au fond un curseur, c'est un doute qui se promène comme ça, d'une certitude à une angoisse. On peut, comme le faisait Paul Venn à propos des Grecs, se demander de quelle manière les Grecs avaient accepté les mythes que nous connaissons aujourd'hui. Les mythes, les Grecs croyaient-ils à leurs mythes? Vous vous souvenez de ce livre, probablement. Mais un Égyptien, en imaginant son corps momifié, ce corps destiné à ce voyage dans l'au-delà, est-ce que l'Égyptien croyait absolument à ce qui lui était proposé? Au fond, il est clair qu'il y a en nous un dialogue, ou peut-être un conflit, entre ce qui va mourir et ce qui ne meurt pas. Nous savons que nous sommes mortels et nous croyons que nous sommes immortels. Et je pense que c'est ici que se rencontrent un petit peu toutes les contributions, avec cette particularité que dans la modernité, nous sommes à peu près convaincus qu'avec le progrès, avec le transhumanisme qui ouvre vers de nouveaux territoires, nous sommes à peu près convaincus que nous allons, nous, mortels, sans le recours des dieux, trouver les solutions. Nous allons échapper à la mort. Alors, si c'est vraiment l'hypothèse, à quoi bon se préoccuper de la mort? Pourquoi faire des deuils si longs si la mort est demain, si la mort a disparu demain de l'horizon? La modernité, je pense, on a parlé hier de la façon dont la mort disparaissait de nos horizons. C'est probablement pour cette raison, on a au fond de nous la conviction que nous allons l'emporter. Alors nous n'en sommes pas là, nous mourrons encore, et ce sont des 4 contributeurs qui vont se succéder à la tribune que je présenterai. Et au terme de ces 4 contributions, il y aura un débat. Et je commence par vous présenter Étienne Klein. Étienne Klein, philosophe des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, tout en menant une carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine, notamment par la physique quantique et la physique des particules, les grands enjeux de la recherche contemporaine. Parmi ses livres nombreux, il m'en a offert un ici, Les tactiques de Chronos en 2003, Le facteur temps ne sonne jamais 2 fois en 2007, Y a-t-il eu un instant zéro en 2015? Tout n'est pas relatif. Le titre de sa contribution aujourd'hui, Les lois de la physique auraient-elles oublié la mort? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, ce qui laisse entendre que j'aurai quelques compétences particulières à vous parler de la mort.
j'en suis pas certain, mais pour commencer, je voudrais rebondir, comme on dit, sur cette expression que vous avez utilisée, l'immortalité, qui est promise par les post-humanistes ou les transhumanistes, comme on les appelle, avec cette idée que les progrès des technologies, des nanotechnologies notamment, ou de l'informatique, ou des sciences du cerveau, pourront nous permettre, à une échéance qui est discutée, de devenir immortels. Alors, ce qu'ils appellent l'immortalité, c'est pas une longévité augmentée. C'est vraiment l'immortalité, sans jamais vraiment poser les questions qui vont avec cette promesse. Admettons par exemple qu'au sein de l'humanité, grâce au progrès qu'ils invoquent, quelques personnes deviennent immortelles. La question, c'est comment est-ce qu'elles pourraient le savoir? Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir garantir que ces personnes qui ont toujours vécu au sein d'une espèce dans laquelle tout le monde est mortel sont devenues immortelles. Et donc, il y a toutes les chances que les immortels en question seraient ignorants de leur immortalité, ou du moins seraient sceptiques à son sujet. Et puis même s'ils le savaient, qu'est-ce qu'ils feraient? Si vous saviez que vous êtes immortel, en quoi est-ce que cela changerait votre façon de vivre? Sans doute en vous obligeant à ne plus jamais quitter votre domicile de peur de mourir. Puisque perdre l'immortalité par accident, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de perdre la vie. Et donc, oui, on perd beaucoup plus. Quand on perd la vie en étant mortel, on perd quelque chose qu'on doit perdre. Quand on perd la vie, quand on est immortel, c'est quand même beaucoup plus difficile à accepter, si tant est qu'on trouve on éprouve quelques goûts à être immortel. Alors, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, comme vous l'avez dit, est-ce que la physique, par ses lois, n'aurait pas oublié la mort? Alors, je vais commencer par quelques banalités qui sans doute ont été dites par d'autres ici hier, tant elles s'imposent quand on évoque la mort. Mais la première chose, c'est que la mort est quelque chose d'invivable, au sens où nous ne pouvons pas éprouver l'instant de notre mort. La mort n'est jamais un présent. Et certains anciens avaient utilisé cet argument pour dire qu'il ne fallait pas se soucier de la mort dès lors qu'il était impossible de la vivre. Quand on est vivant, on n'est pas mort. Quand on est mort, on est mort. Et donc, il est impossible d'être vivant pendant sa mort. Donc, personne n'a compétence pour en parler. Personne n'en est revenu. Et donc, personne ne sait ce qu'est la mort. La relation que nous avons avec elle ne peut se faire dans la lumière. La mort nous met toujours en relation avec quelque chose qui ne vient pas de nous et qui donc nous semble mystérieux. La chose étant mystérieuse, on peut en dire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, Émile Cioran disait « L'avantage qu'il y a à se pencher sur la vie et sur la mort, c'est qu'on peut en dire n'importe quoi. » Ce qui me donne quartier libre pour parler. Alors maintenant, d'un point de vue phénoménologique, comment se montre la mort? Ceux d'entre vous qui ont assisté à la mort de quelqu'un, pas une mort violente, mais une mort par maladie, par exemple, vous savez que c'est d'abord la disparition dans les êtres concernés de tout mouvement expressif qui les faisait apparaître comme vivants. Soudain, ça se passe en très peu de temps, le visage se transforme en masque. Et on le voit, la vie est partie. Il n'y a plus de réponse possible de la part du sujet, il n'y a plus de signes. Et donc la mort, du point de vue phénoménologique, là encore, est cette immobilisation qui réduit le corps à quelque chose de muet et de décomposable. Et puisqu'on doit parler de physique, ça pose une question que personne ne sait résoudre. C'est que si vous regardez la composition d'un corps une nanoseconde après la mort de l'individu, sa composition chimique, les atomes qui constituent ce corps, sont exactement les mêmes qu'avant la mort. Et donc, qu'est-ce qui a fait que, alors que la constitution physique du corps est la même, la vie qui était là n'est plus là? Alors, j'ai lu, pour préparer cette conférence, un certain nombre de textes à propos de Démocrite et des premiers atomistes de l'Antiquité, et certaines thèses défendent l'idée que si Démocrite et d'autres ont proposé l'idée d'atome,
c'est justement pour éradiquer la peur de la mort. Avec l'idée que quand nous mourrons, les atomes qui nous constituent ne meurent pas. Ils sont éternels. Et donc la mort pour eux n'est pas un événement. Et nos atomes qui sont immortels vont se recombiner après notre mort, qui est simplement la mort d'un organisme et non pas la mort des entités qui le constituent. Nos atomes vont se recombiner ailleurs pour faire d'autres objets inertes ou d'autres êtres vivants. Et donc la mort est comme rien au niveau des atomes. Et c'est assez intéressant que cette idée d'atome ait été portée non pas par des arguments de physique, mais plutôt par des réponses tentées à propos de questions métaphysiques. Et quand on pense le corps en termes d'atomes, et enfin, j'insiste encore pour dire que c'est très mystérieux de savoir pourquoi des molécules qui participaient à la vie, tout d'un coup, n'y participent plus, alors qu'elles sont restées les mêmes. Après, il y a une décomposition, mais cette composition ne démarre que bien après. À l'instant de la mort, c'est la même chose, et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on a cette idée de l'atome constituant des corps, on a envie de croire que les organismes vivants seraient composés d'entités stables qui, au jour de leur mort, désagrègent leurs liens et se dispersent. Et donc, la mort, c'est la dispersion de ce qui nous constitue, et c'est la cessation des interactions qui lient entre elles nos molécules ou entre eux nos atomes. Alors ça, c'est une image qui est fausse, on le sait. Pourquoi? Parce que les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont remplacées par d'autres. Nos cellules ne cessent pas d'être renouvelées, y compris celles qui appartiennent aux tissus les plus solides en apparence, comme l'os. Si on prend les globules rouges, par exemple, ils ont une espérance de vie de 120 jours. Donc nos globules rouges sont constamment remplacés par de nouveaux, de sorte que un organisme vivant est comme un bateau de Thésée, ce bateau qui était, comme vous le savez, perpétuellement réparé, et dont les sophistes d'Athènes se demandaient, au fur et à mesure que les pièces en étaient modifiées ou remplacées, s'il s'agissait encore du même bateau. Et donc ça veut dire que les cellules, ou les molécules, pour le dire autrement, qui nous constituent, sont sans cesse remplacées. Mais ce remplacement continu ne modifie pas notre identité. Nous restons les mêmes avec des constituants qui sont en permanence renouvelés. On a longtemps pensé que la disparition de nos cellules, comme notre propre disparition, ne pouvait résulter que d'accidents, de destruction ou d'usure, c'est-à-dire d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps et aux agressions dans l'environnement. Autrement dit, on mourrait par usure des pièces qui nous constituent. Alors on sait depuis assez longtemps maintenant que les choses ne sont pas si simples. Nos cellules possèdent tout au long de leur existence le pouvoir de s'autodétruire en quelques heures. Et ce qui fait qu'elles ne se détruisent pas, ce qui fait qu'elles survivent au moins pendant un certain temps, vient du fait qu'elles sont capables de percevoir dans leur environnement le langage des signaux émis par d'autres cellules qui seuls leur permettent de réprimer le déclenchement de leur autodestruction. Autrement dit, nos cellules sont constamment au bord du suicide. Et si elles ne se suicident pas, c'est parce que leur environnement leur demande de ne pas le faire. Et ce suicide cellulaire, qu'on appelle l'apoptose, peut conduire à des pathologies lorsque justement l'apoptose ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle le cancer. Le cancer, c'est lorsque des cellules qui devraient mourir, en fait, survivent et deviennent surnuméraires. Et donc, c'est cette fragilité même des cellules qui est constamment retardée, cette sorte de sursis permanent qui permettent à nos corps de voyager à travers le temps, de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants. Alors, il y a une analogie en physique qui peut illustrer ça, c'est le noyau des atomes. Vous savez que le noyau des atomes, il est constitué de protons et de neutrons. Les protons ont une durée de vie tellement grande qu'on n'a jamais pu la mesurer. Elle est sans doute plus longue que la durée de vie de l'univers.
Alors que les neutrons, eux, ont une durée de vie d'1/4 d'heure. Un neutron libre disparaît par radioactivité. Au bout d'1/4 d'heure, il se transforme en un proton, un électron et une particule qu'on appelle l'antineutrino. Or, dans nos atomes, il y a des noyaux qui contiennent des neutrons. La question, c'est comment se fait-il qu'il y ait des noyaux avec des neutrons dans notre corps, alors même que l'espérance de vie des neutrons est d'1/4 d'heure. Nos atomes ont été formés dans les étoiles il y a des milliards d'années. Donc il ne devrait plus y avoir de neutrons dans les noyaux puisque leur durée de vie effective dépasse de loin leur espérance de vie. Et ça, c'était un problème en physique pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, les neutrons sont toujours là parce qu'en fait, ils sont éternels à temps partiel. C'est-à-dire que dans le noyau, il y a des interactions nucléaires entre protons et neutrons, et certaines de ces interactions transforment les protons en neutrons et les neutrons en protons, à un rythme qui peut être très élevé par l'échange de particules qu'on appelle des pions. C'est-à-dire que les neutrons, avant même qu'ils aient temps de disparaître, se transforment en protons, qui a une durée de vie infinie ou très grande, de sorte qu'ils deviennent immortels. Et puis ils redeviennent des neutrons, mais ils n'ont pas le temps de se désintégrer. À nouveau, ils vont se retransformer en protons, et ils sont donc, comme je le disais, éternels ou immortels à temps partiel, c'est-à-dire immortels. Si vous êtes immortel à temps partiel, vous êtes immortel. À condition évidemment que la durée pendant laquelle vous êtes mortel n'excède pas votre espérance de vie. Et donc, il y a là quelque chose qui montre qu'on peut être stable tout en étant formé d'entités instables. Et donc, est-ce que la mort est quelque chose dont la science puisse parler ? Il y a deux biologistes qui s'appellent André Klarsfeld et Frédéric Reva qui ont écrit il y a quelques années un livre intitulé « La biologie de la mort ». Et ce qu'ils montrent, c'est que la mort est un problème scientifiquement non résolu. Personne ne sait dire pourquoi nous mourrons. On sait dire comment nous mourrons. Le sens commun dit que nous mourrons parce que l'on s'use. Mais c'est pas ça. On dit par exemple qu'on va mourir de maladie. Oui, une maladie peut tuer. Le vieillissement s'accompagne d'une augmentation de la probabilité d'être malade. Mais mourir parce qu'on est malade, c'est pas la même chose que de mourir du fait d'être susceptible d'être malade. Et donc la mort n'est pas expliquée en biologie parce que ce qui est en partie expliqué, c'est le vieillissement. Mais c'est pas, encore une fois, le vieillissement qui nous tue, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est la cassure des liaisons dont j'ai parlé, qui fait qu'un corps qui était constitué d'atomes inertes, fabricant de la vie, devient un corps inerte, constitué d'atomes inertes, qui ne fabriquent plus de vie. Bon. Et donc, il y a toutes sortes de questions là que je ne vais pas traiter parce que je ne suis pas biologiste, pour en revenir plutôt à la physique. Spinoza expliquait que dans tout exercice de l'intelligence, il y a un effort pour contester ou défier le passage du temps. Spinoza écrit « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. » Fin de citation. Ce qui veut dire que pour lui, l'intelligible et l'éternel semblent devoir toujours être associés l'un à l'autre. Et vous savez que c'est dans l'art que cette association, dans un premier temps, elle a été la plus féconde. Il fut un temps où toute perfection d'ordre esthétique devait se lier à l'éternité par quelques rapports nécessaires. Platon dit par exemple qu'il y a un rapport immédiat, il y a un lien entre le vrai, qui est éternel, et le beau. Le vrai et le beau s'associent. Ce que nous pouvons comprendre nous renseigne sur la nature de l'éternité. Et il se trouve que la science, dans un premier temps, avant de devenir ce qu'on appelle la science moderne, elle a tenté, dans ce domaine, d'imiter l'art. Elle a voulu associer perfection et inaltérabilité.
est parfait ce qui ne s'abîme jamais. Et alors d'où provient cette confusion? Ou plutôt cet amalgame? Galilée, qui a inventé lui la physique qu'on appelle moderne, a expliqué cet amalgame qu'il a critiqué par la suite en disant ceci. Cet amalgame, ce goût pour l'inaltérabilité, dit-il, vient tout simplement de notre hantise de la mort. Et alors comment est-ce qu'il a eu cette idée? Eh bien après qu'il ait pointé sa lunette sur la Lune, pendant l'hiver 1609-1610, vous savez qu'il a vu qu'à la surface de la Lune, il y avait des ombres créées par des infractuosités dont il a pensé qu'elles étaient des montagnes. Et il a vu que ces ombres se déplaçaient au cours du temps exactement comme les ombres qu'on voit sur la Terre et qui sont produites par les montagnes. Alors qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'il y avait deux sortes de mondes. Il y avait un monde qu'on appelait le monde sublunaire, jusqu'à la Lune, composé des 4 éléments. Ce monde était corruptible. Donc les 4 éléments, c'est l'eau, la terre, l'air et le feu. Et puis au-delà de la Lune, il y avait le monde supralunaire qui commençait, qui était lui formé de la 5e essence, la quintessence, et qui lui était parfait et inaltérable. Mais dans son cahier d'expérience, Galilée écrit « J'ai vu que la Lune était terreuse. La Lune est comme la Terre, puisqu'il y a des montagnes, il y a des ombres. C'est exactement comme la Terre. Et donc il n'y a qu'un seul univers. La séparation qu'Aristote avait proposée entre les deux univers dont j'ai parlé disparaît d'un seul coup. Il n'y a plus qu'un seul univers, et il est partout corruptible. Et donc on a eu tort, dit-il, d'associer perfection et incorruptibilité. Il écrit ceci. Ceux-là qui exaltent si bien l'incorruptibilité et l'inaltérabilité, je crois qu'ils en viennent à dire ces choses à cause de leur grand désir de beaucoup survivre et de la peur qu'ils ont de la mort. Et il est hors de doute que la terre est bien plus parfaite, étant comme elle l'est, altérable et changeante, que si elle était une masse de pierre et même un diamant très dur et impassible. Et donc ce qu'il dit, c'est que on s'est trompé en associant trop directement le temps qui passe et la mort. Peut-être que la mort n'a rien à voir avec le temps qui passe. Simplement, notre pensée de la mort habille le temps. C'est même peut-être le vêtement principal du temps qui détermine notre rapport au temps. Autrement dit, c'est la pensée de la mort qui structure notre relation au temps, beaucoup plus que le temps même. Autrement dit, nous pensons le temps à partir de la mort, alors que, dit Galilée, nous devons penser la mort à partir du temps. Alors, l'affaire est en fait plus compliquée que ça, évidemment, parce que le temps, comme vous l'avez dit, semble être à la fois ce qui fait durer les choses et aussi ce qui fait que rien ne demeure définitivement. Nous durons, puis un jour nous cessons de durer. Et donc toute mort renvoie au phénomène de la fin, quelque chose se termine, mais aussi à la fin du phénomène, au sens où on ne sait pas ce qui se passe après elle. Elle conjugue donc deux ambiguïtés, celle du néant et celle de l'inconnu. De là son mystère. Nous comprenons la corruption, la transformation, la dissolution. Nous comprenons le changement, même si c'est difficile, j'y reviendrai peut-être. Nous saisissons que quelque chose peut subsister quand les formes passent, mais la mort tranche sur tout cela, qui demeure réfractaire à la pensée, à la science et au discours. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de penser le néant. Comme le disait Bergson, le néant ou l'idée de néant est une idée qui est destructrice d'elle-même. Autrement dit, on ne peut penser le néant et le concevoir que si on n'y pense pas. Puisque dès qu'on pense le néant, par tous les stratagèmes qu'on peut imaginer, on en fait immédiatement quelque chose qu'il ne peut pas être. On va lui attribuer une substantialité, une spatialité, peut-être une forme. On va le faire être.
On va le faire exister d'une certaine façon, ce qui contredit l'idée même de néant. Et donc le néant n'est pensable que si on n'y pense pas, puisque penser le rien n'est jamais penser à rien. Et c'est ça qui rend la mort impensable, si on l'assimile au néant. Et donc on ne peut la penser que si on la distingue du néant, c'est-à-dire si on imagine qu'elle se produit dans un contexte qui, lui, ne meurt pas. Par exemple, quand je meurs, mes atomes ne meurent pas. Ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont jamais été vivants. Ils vont se recombiner ailleurs, mais il y a quelque chose qui perdure. Et on ne peut penser la mort qu'en imaginant que quelque chose autour de cette mort ou avec cette mort ne disparaît pas. De même qu'on ne peut penser l'origine de l'univers qu'en imaginant qu'avant l'univers, il y avait quelque chose qui a pu créer l'univers. Pour la même raison, on ne peut pas penser le néant. Penser l'origine de l'univers, c'est penser comment l'absence de toute chose, c'est-à-dire le néant, est devenu quelque chose. Et à chaque fois qu'on raconte l'origine de l'univers, on prononce des phrases qui contredisent l'idée même d'une origine de l'univers. On dit par exemple, à l'origine de l'univers, il y avait, je sais pas, le vide quantique, ou une collision de trous noirs, ou Dieu, ou des lois physiques, peu importe. Ces phrases-là contredisent l'idée même que l'univers a une origine. Parce que ou bien la chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, donc l'univers n'a pas d'origine, ou bien cette chose qu'on met en avant est elle-même l'effet d'une cause antérieure qui l'a produite, et c'est pas l'origine. Donc à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on dit quelque chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Et pour la mort, c'est la même chose. Si on dit la mort, c'est la chute dans le néant, on dit quelque chose que nous ne pouvons pas penser. Et donc on est obligé d'imaginer que autre chose se prolonge. Alors la physique, maintenant, pour revenir à elle, la physique, c'est, pour le dire de façon sommaire, c'est une sorte de législation invariable des métamorphoses. Autrement dit, la physique est une discipline qui est capable d'expliquer le changement, par exemple l'évolution de l'univers, à partir de lois qui, elles, ne changent pas au cours du temps. Et alors, si les lois changeaient, on ne pourrait pas faire de physique. Si les lois changeaient tout le temps, on ne pourrait pas les utiliser pour décrire le passé, par exemple. Ou pour décrire les objets qui sont loin de nous, qui nous envoient de la lumière met un certain temps pour nous parvenir. Et si les lois physiques avaient changé entre le moment où nous recevons cette lumière et le moment où cette lumière avait été émise, on ne pourrait pas comprendre la structure de cette lumière. Et donc le fait que les étoiles qui envoient de la lumière dans le passé, cette lumière nous arrive, et nous comprenons ce qui se passe avec nos lois physiques d'aujourd'hui. Ce qui démontre que les lois physiques du passé étaient les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et donc, on a du mal, dans un tel contexte, à partir de lois invariables, de lois qui ne changent pas, de lois qu'on pourrait presque dire éternelles. On a du mal à comprendre un phénomène comme la mort, qui est notre sujet. Alors, est-ce que c'est parce que la physique s'est trop idéalisée? Elle s'est mise dans des sphères où la mort n'est plus d'actualité, si j'ose dire. Elle décrit une sorte de monde lointain qui ne nous concerne pas. Ou est-ce que ce qu'elle nous enseigne dit des choses que nous devrions davantage méditer? Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Canguilhem, qui a été l'élève de Bachelard, qui disait ceci: la maladie et la mort de ces vivants qui ont produit la physique, parfois en risquant leur vie, il pensait à Marie Curie, ne sont pas des problèmes de physique. La maladie et la mort des vivants ne sont pas des problèmes de physique. La maladie et la mort des vivants physiciens et biologistes sont des problèmes de biologie. Donc pour lui, la mort, c'est un problème de biologie, pas de physique. Et on comprend pourquoi il a dit ça. C'est que la physique, elle a limité ses ambitions et borné son domaine. Elle n'étudie la matière que dans ce qu'elle a d'inerte et suppose que tous les objets matériels qu'elle identifie, par exemple les atomes, ne sont pas eux-mêmes vivants, même lorsqu'ils appartiennent à un être vivant. Les atomes d'un corps vivant ne sont pas vivants. Ce qui veut dire que de la matière inerte est capable de fabriquer, ou au moins de recevoir la vie. Où qu'il soit,
ces atomes sont des entités sans vie, dont seule l'agglomération nombreuse et organisée a pu produire la vie. La vie serait en somme ce qu'on appelle une propriété émergente de la matière inerte. Et ça, c'est pas une hypothèse choquante, hein. Par exemple, les atomes qui constituent la peinture rouge ne sont pas rouges. Ça veut dire qu'un objet macroscopique peut avoir des propriétés que ses constituants n'ont pas. Et on peut imaginer que donc des atomes qui ne possèdent pas de vie fabriquent par leurs interactions un être vivant. Et donc ça revient à admettre que les lois physiques sont les mêmes dans les organismes vivants que dans les organismes inertes. Donc il y a beaucoup de travaux depuis très longtemps, mais qui sont très actifs aujourd'hui parce que beaucoup de gens regardent les interactions entre la physique et la biologie, qui essaient de comprendre, par exemple, la conscience, ou qui essaient de comprendre la vie. Qu'est-ce qui fait que des atomes, dans certaines conditions, forment un édifice vivant ou un édifice qui a de la conscience? Et le moins qu'on puisse dire est que ça ne converge pas, on n'arrive pas à définir la conscience proprement, pareil pour la vie d'ailleurs. Mais on pourrait se poser la question à l'envers et supposer que toute matière est vivante et essayer de comprendre ensuite pourquoi certains objets ne le sont plus. Qu'est-ce qui fait que cette bouteille n'est pas vivante? Si je comprenais pourquoi cette bouteille n'est pas vivante, peut-être que je comprendrais mieux la vie qu'en essayant de comprendre comment des objets non vivants peuvent fabriquer de la vie. C'est une suggestion. Hein. Alors, pour finir, parce que j'ai plus que 5 minutes, on pourrait dire, mais finalement, même en physique, on voit des processus qui montrent une certaine usure. Par exemple, la radioactivité. La radioactivité, c'est vous prenez certains atomes et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ils se désintègrent. Ils meurent, entre guillemets. Ils meurent. Bon. Et donc, quand Becquerel et Marie Curie ont observé ce processus, ils ont d'abord pensé que la radioactivité était un effet d'une usure de la matière. La matière s'use, les noyaux, on ne parle pas de noyaux à l'époque, on parlait d'atomes, mais peu importe, les atomes vieillissent, en vieillissant, ils s'usent, et la radioactivité qui signe leur mort est simplement la conséquence de ce vieillissement. Et en fait, non. On a fini par comprendre que non. Les atomes radioactifs ont ceci de particulier qu'ils meurent, ils sont mortels, sans jamais avoir vieilli. Autrement dit, leur mort n'est pas le résultat d'une usure, mais un processus qui est lié à leur formation. Au moment de leur formation, ils ont accumulé trop d'énergie, et à un moment ou à un autre, ils devront la libérer. Et comment est-ce qu'on a compris ça? Eh bien, en remarquant que la probabilité qu'un atome radioactif se désintègre dans l'heure qui vient, par exemple, est complètement indépendante de son âge. Par exemple, si je prends un atome de carbone 14, dont vous savez qu'il est radioactif, carbone 14, radioactif, une période de plusieurs milliers d'années, j'en prends un qui est apparu dans ma main il y a 2 minutes. Donc l'âge de cet atome, c'est 2 minutes. J'en prends un autre dans ma main droite, dont l'âge est 2 milliards d'années. Je compare la probabilité que chacun d'eux disparaisse dans la minute qui vient. Je vais me dire, mais c'est le plus vieux qui a le plus de chances d'y passer. Ben non, non. La probabilité qu'ils ont l'un et l'autre de disparaître dans le futur est exactement la même. Autrement dit, elle est indépendante de leur âge. Alors qu'est-ce qu'on appelle le vieillissement? Ce qu'on appelle le vieillissement, ce n'est pas le fait de prendre de l'âge. Le vieillissement, c'est le fait, en prenant de l'âge, d'augmenter la probabilité qu'on a de mourir dans l'année qui vient. Ça, c'est la définition de l'INED, l'Institut national des études démographiques. On prend par exemple le 1er janvier toutes les personnes qui ont 40 ans, et puis on regarde 1 an plus tard combien il en reste, vivantes. Et ça donne une probabilité qu'une personne de 40 ans en France meurt dans l'année qui vient. Donc ça mesure le vieillissement. Et si vous regardez les courbes qui sont publiées par l'INED, vous verrez qu'en France, les hommes ne vieillissent pas entre 23 et 39 ans. C'est-à-dire qu'un homme de 23 ans a exactement la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 39.
Donc il y a tout un plateau comme ça pendant lequel on est radioactif. Enfin, on est comme les atomes radioactifs, c'est-à-dire notre probabilité de mourir ne dépend pas de notre âge. Et après 39 ans, ça s'aggrave pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Les femmes, c'est différent, si je puis me permettre. Les femmes vieillissent tout le temps, à tous les âges de la vie. Par contre, beaucoup moins que les hommes. C'est-à-dire que la probabilité de mourir augmente chaque année, mais ce nombre est toujours beaucoup plus faible que pour les hommes. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes centenaires que d'hommes centenaires. Et Pierre Dac disait, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. Bon. Alors, pour finir, pourquoi est-ce que la physique... Pourquoi est-ce que la physique échoue à rendre compte de la mort? Simplement parce que il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'elle s'appuie sur le principe d'inertie. Le principe d'inertie qui dit que le mouvement d'un corps se prolonge indéfiniment si le corps ne subit aucune force. Et donc, c'est un principe qui met les éléments inertes à l'abri de tous les changements, de toutes les variations d'environnement, de toutes les altérations qu'on peut imaginer. Il y a aussi le fait que les lois physiques sont des lois qui sont réversibles en temps, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'une loi physique permet de faire, elle permet aussi de le défaire. Et donc on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des phénomènes aussi irréversibles que la mort. Mais il y a une question de fond sur laquelle je terminerai. C'est, s'agissant d'expliquer la vie, donc la mort, est-ce que les lois physiques suffisent ou pas? Autrement dit, est-ce que la vie est une propriété émergente, comme je l'ai dit, ou est-ce que dans la biologie, il y a des lois, pas forcément connues, qui bénéficieraient d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique? Pour le dire encore autrement, est-ce que les lois biologiques sont une expression des lois physiques dans des contextes particuliers, ou est-ce que les lois biologiques sont des lois qui s'ajoutent aux lois physiques sans leur devoir rien de leur propre structure? Voilà, ça c'est une question ouverte. Et pour conclure, si je peux encore avoir une minute, il y a beaucoup de systèmes philosophiques, à commencer par Montaigne, qui a été radicalisé, si on peut dire, par Heidegger, selon lesquels il faudrait penser que le temps est, sinon la mort même, du moins son vecteur, que c'est lui qui détermine sa structure et qu'il faut donc penser le temps à partir de la mort et non l'inverse. Par exemple, Montaigne écrit « Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie ». Avec l'idée que la mort, elle est déjà là, elle nous corrode et nous transforme en chats de Schrödinger qui sont dans la superposition quantique d'un chat vivant et d'un chat mort. C'est-à-dire qu'on est vivant, mais déjà la mort est là en train de nous contaminer. Bon. Heidegger, c'est encore pire. Il dit « La mort est la source de nos représentations ordinaires du temps pour la simple raison qu'elle nous empêche de nous situer dans un ordre plus vaste. Le temps n'est donc que l'autre nom de la mort, un nom moins angoissant, plus neutre, une ultime ruse par laquelle nous parvenons à réduire la puissance affective du mot mort. » Autrement dit, on a inventé le mot temps pour ne pas avoir à toujours prononcer le mot mort. Bon. Et donc, allez en croire, le temps ne serait finalement rien d'autre qu'un masque de la mort, plus vivace qu'elle, seulement destiné à la rendre verbalement présentable et intellectuellement admissible. Alors que si vous regardez les équations de la physique, c'est exactement l'opposé qu'il faut considérer. La mort n'est pas en train d'agir dans le présent, la mort est un instant obligatoire du futur. Mais tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Merci pour votre attention.